Oui, aujourd'hui, on reçoit M. Magron de Place d'Armes. Est-ce que je pense que ça a été créé suite ou ça existait avant, mais est-ce que ça a été créé suite à la lettre, fameuse lettre des généraux ou des Oui, militaires? C'est suite tout à à ça, fait, hein? oui, oui. C'est Hein, ça. C'est-à-dire qu'en mars 2021, lorsque la tribune des généraux a eu beaucoup de succès, puisqu'on a vu plus de 100 000 signatures, dans la foulée a été créée cette association pour justement continuer à porter le flambeau. on va présenter euh, un extrait de la lettre à nos auditeurs, mais le gouvernement, au départ, avait assez mal réagi de voir des militaires Ouais. Mm. s'occuper de politique, là. Je veux dire, c'est ça. Ah Et bah, oui, c'est sûr que l'armée française, enfin voilà, on la surnomme souvent, là, c'est la grande muette. Donc, voir des généraux à la retraite et des militaires encore d'actifs signer cette tribune, ça fait pas mal de bruit. Ils ont pris peur, peut-être pas, faut pas non plus exagérer, mais en tout cas, ils se sont vraiment posé des questions. D'autant plus que le contenu de la lettre, sans être agressif, posait clairement les choses. En substance, il disait, bah voilà, si vous continuez à prendre ce genre de mesures, à continuer ce genre de mesures, donc des mesures qui vont quand même plutôt à l'encontre de la population, eh bien, ne soyez pas surpris si demain les militaires prennent leurs responsabilités. Et ça, effectivement, ça a eu beaucoup d'impact, y compris alors au niveau des autorités, mais aussi bien sûr au niveau des signataires qui se sont dit, tiens, voilà, ça y est, il y a enfin une autorité légitime qui bouge. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs du gouvernement, Mesdames, Messieurs les parlementaires, l'heure est grave. La France est en péril. Plusieurs dangers mortels la menacent. Nous qui, même à la retraite, restons des soldats de France, nous pouvons, dans les circonstances actuelles, demeurer indifférents au sort de notre beau pays. Nos drapeaux tricolores ne sont pas simplement un morceau d'étoffe. Ils symbolisent la tradition, à travers les âges, de ceux qui, quelle que soit leur couleur de peau ou leur confession, ont servi la France et ont donné leur vie pour elle. Sur ces drapeaux, nous trouvons en lettres d'or les mots « honneur » et « patrie ». Or, notre honneur aujourd'hui tient dans la dénonciation du délitement qui frappe notre patrie. puis le gouvernement, je pense, a essayé au départ de réprimer les militaires et on a eu l'impression que la campagne de répression que le gouvernement a entrepris contre les signataires a au contraire, dans un premier temps, augmenté le nombre de signataires. J'ai l'impression que c'est un peu ça le phénomène qui s'est produit. Est-ce que je me Tout à trompe? fait. Bien sûr, oui, oui, dans ce genre de situation, il est évident que plus l'opposition est forte et plus la contre-opposition l'est aussi. Mais euh, ce succès est aussi dû bah, c'est tout simplement le quinquennat Macron. Hein. Il ne faut pas oublier qu'en 2017, il y a eu un gros litige avec son chef d'état-major des armées, Pierre de Villiers, et on sentait qu'il y avait un malaise entre le gouvernement Macron et puis les militaires. Donc c'est vrai que cette lettre, elle est venue aussi en rajouter une couche, si je puis dire. Puis, alors maintenant, c'est quoi le rôle actuellement de cette association-là? Je sais que récemment, justement, le mouvement des volontaires pour la France, comme moi, j'avais connu un peu quand j'étais allé en France, et avec le général Martinez, a rejoint, c'est ce que j'ai compris, a rejoint votre mouvement. C'est tout à fait ça. Alors effectivement, on est présent sur toute la France, hein, de la même façon d'ailleurs que l'étaient les VPF. Mais c'est vrai que ce sont deux associations où d'ailleurs il y avait beaucoup de membres communs aux deux associations, donc ça paraissait assez logique qu'on se rejoigne. Le général Martinez a mené une campagne l'année dernière dans le cadre des présidentielles. Il n'a pas eu le succès escompté, mais il a bien posé des idées qu'on partage tous. Donc, ça paraissait assez logique que l'on se rejoigne. Donc, ça s'est fait, je dirais, le plus naturellement possible. Aujourd'hui, Place d'Armes est là donc on a une formation apolitique, c'est-à-dire dans le sens plutôt apartisan, parce que la politique, bien évidemment, on va nécessairement en faire dans le sens où on va s'approprier des phénomènes, des faits de société et on va essayer d'agir à notre façon sur ces faits de société. Mais Place d'Armes, aujourd'hui, un de ses principaux objectifs, c'est justement le renforcement du lien armée-nation. Mhm. Depuis la fin de la conscription militaire en France, c'est vrai qu'on a quand même toute une partie de la population française qui n'a plus vraiment de contact avec l'armée, puisque celle-ci s'est professionnalisée, il n'y a plus les appelés comme autrefois.
Et donc c'est un moyen. Donc là, je vois que vous faites défiler là, le site. Bah, vous avez donc le général Martinez à gauche et notre président Jean-Pierre Fabre-Bernadac à droite. C'est une façon de renforcer, de réapprendre aussi dans une certaine mesure à se connaître. Ce lien armée-nation, il existe depuis très longtemps. Hein. Ça fait depuis 200 ans. Et puis ce fameux mythe du soldat citoyen né à Valmy. Mais donc il a toujours quelque part été présent dans l'inconscient collectif. Mais c'est bien de le réaffirmer aujourd'hui, d'autant plus que les valeurs actuelles sont en train clairement de se déliter et que on connaît de difficultés d'ordre divers en France. Donc, surtout depuis 6 ans avec l'arrivée de notre président Emmanuel Macron. Maintenant, moi, j'ai vu un documentaire sur la Légion. J'ai été surpris de voir que dans la Légion, il y avait à peu près 80% de gens qui n'étaient pas français, puis beaucoup ne parlaient difficilement le français. Je ne sais pas si vous êtes... oui, mais ça, la Légion étrangère, ça a toujours été son ADN. Et voilà, exactement. C'est un corps vraiment qui est géré à part, mais ça a toujours été son ADN. Hein. Il a été fondé, créé justement sur la base de ces étrangers. Bon, alors oui, il y a eu des repris de justice, des choses comme ça, mais c'est devenu au fil du temps une référence dans le sens où justement c'est par la mixité, malgré tout, on arrive dans un cadre bien défini, strict, à engager des soldats pour un bien commun, pour le bien commun, dans un objectif commun. Il y a d'autres corps d'armée qui ont pas ce profil-là. Là. Ah non, pas du tout. En France, oui, il n'y a que. Oh, ouais, c'est bon. Maintenant, est-ce que vous avez des contacts avec le Canada ou le Québec, avec les militaires? Je ne sais pas, est-ce qu'il y a quelque chose de correspondant un peu qui se Non, il faudrait profile? Non, alors pour l'instant, non, mais il faudrait qu'effectivement, on arrive à créer des liens, notamment avec le Canada, mais avec, en définitive, tous les États francophones. Hein. Oui, Bah oui. Aujourd'hui, la vraie difficulté, ce qu'on observe, c'est la division des mouvements. Ça, c'est un vrai problème parce que la division fait toujours le jeu de l'autorité qui est en place. Donc, c'est vrai que si on arrivait à avoir des accointances avec différents mouvements situés que ce soit en France ou à l'étranger, et notamment en francophonie, ce serait vraiment très bien. D'autant plus que, vraisemblablement au Québec, vous connaissez quand même à peu près, j'allais dire, c'est toute proportion gardée, chacun a son histoire, mais vous connaissez à peu près les mêmes difficultés que nous aujourd'hui en matière de fédéralisme ou de souveraineté. Exactement. Puis, je veux dire, le rôle de l'armée canadienne, je veux dire, justement, l'armée canadienne était réputée pour être une armée de la paix pendant des décennies. Quand j'étais jeune, c'était ça. Aujourd'hui, on n'a plus le même lustre. On a participé à beaucoup de guerres sales. Maintenant, nous, on a à Radio Infocité, on a des animateurs qui couvrent beaucoup les événements de ce qui se passe en Ukraine. Et on a un point de vue. On a quand même un bon auditoire en Europe et un peu partout. Mais on a un de nos chroniqueurs qui aimerait avoir de la position sur la crise de l'OTAN ou l'impact de la guerre d'Ukraine sur... Alors, je ne sais pas si je vais arriver à correctement le synthétiser, mais aujourd'hui, le contexte actuel en France, c'est qu'il y a une réelle défiance envers les Américains et l'OTAN. Alors, c'est vrai qu'on a rejoint assez récemment le commandement intégré de l'OTAN et après l'avoir quitté. Mais il y a une vraie méfiance aujourd'hui par rapport à ce qui nous vient des États-Unis. On voit bien que cette guerre entre l'Ukraine et la Russie dépasse largement le cadre de ce qui se passait dans le Donbass et de la volonté d'autonomie des Russes ukrainiens. Donc on voit bien qu'il se passe un jeu trouble et dans lequel les Français justement aimeraient bien y voir plus clair. Et on sent bien que justement l'Europe n'arrive pas à donner de réponse aux interrogations des Français. Et ça s'explique puisque on a perdu une grande partie de notre souveraineté et donc une grande partie des décisions ont lieu au niveau européen, au niveau bruxellois. Ouais. Alors, mais au niveau de l'OTAN.
Oui. Ouais, on va introduire notre chroniqueur. Il y a peut-être M. Pomerleau, il y a peut-être des questions plus précises que moi à vous poser sur le sujet. Est-ce que Jean-Claude est là? Oui, je suis là. Bon, salut Jean-Claude. Bon, salut, on m'entend. Bonjour, Oui. M. Magron. Bonjour. Bon, Bonjour, ben monsieur voici, Laurent. nous, sur Radio Incrocité, on suit la situation en Ukraine et puis donc la position de la France. Si je comprends bien, votre organisme Place d'Armes est né du fait qu'il y avait un constat, un décalage entre la présidence de Macron, les intérêts supérieurs de la France et les intérêts de la nation française, à tel point que la Grande Muette s'est donné une voie politique. Et puis, oui, et puis ça découle du mandat de Macron. Et puis là, arrive le conflit en Ukraine, la position de la France, et puis j'imagine que Place d'Armes a un regard sur ce conflit-là, possiblement une lecture, une position, parce que vous avez l'expertise pour faire une lecture sur le théâtre militaire et vous avez aussi une expertise sur les intérêts d'État, les intérêts de la France. Et puis donc, votre regard concernant ce conflit-là, la position de la France qui serait souhaitable et celle qui est menée, le décalage entre les deux, avez-vous une opinion là-dessus? Est-ce que Place d'Armes a une position, disons, éditoriale là-dessus? Alors, sur le conflit en lui-même, savoir qui a raison, qui a tort entre la Russie et l'Ukraine, on a lancé le débat cet été. Et bien évidemment, alors c'était un débat très, très actif au sein de nos membres, puisque il y avait les Russes d'un côté, les pro-russes d'un côté, les pro-ukrainiens de l'autre. Bon, ça ne faisait pas forcément avancer le schmilblick. Ce que nous, on observe, voilà, c'est que, on a des médias aujourd'hui mainstream qui sont à la botte, j'allais dire, du gouvernement et qui nous explique que il y a d'un côté les pauvres Ukrainiens qui ont été agressés. C'est vrai qu'ils ont subi une agression, enfin, c'est à peu près indéniable. Simplement, on nous explique pas tous les tenants et les aboutissants et toutes les conséquences économiques et donc après derrière sociales que ça a déjà entraîné et puis que ça va continuer à entraîner. On voit bien très bien que derrière tout ça, il y a une problématique qui est liée à l'énergie. On l'a vu lorsqu'il y a eu le scandale du Nord Stream. L'Allemagne a une position aujourd'hui dominante au sein de l'Europe et a eu tendance à un moment donné à vouloir faire un petit peu quand même cavalier seul. Si vous voulez, ce conflit russo-ukrainien a mis en exergue tout un ensemble de difficultés que jusqu'à présent, soit les Français n'étaient pas au courant, soit ils ne voulaient pas voir la vérité en face. Je vais vous prendre un cas tout simple. On a aujourd'hui une augmentation extrêmement significative des prix en France, des prix des matières premières, de l'alimentaire et de l'énergie. Tout ça étant bien évidemment très lié. Et on nous explique que c'est lié au conflit entre la Russie et l'Ukraine. Mais en fait, on voit très bien que le problème est ailleurs. La France, qui était jusqu'en juin dernier nette exportatrice d'énergie, est devenue nette importatrice d'énergie parce qu'on nous a tout simplement demandé d'abandonner le nucléaire. Et qui nous a demandé d'abandonner le nucléaire? C'était l'Allemagne. Parce que l'Allemagne n'en a pas et l'Allemagne était avec ses centrales à charbon, ses éoliennes. Donc, si vous voulez, il y a une problématique qui dépasse largement le cadre de ce conflit entre la Russie et l'Ukraine, mais dont aujourd'hui toute la population française subit les conséquences. Ça, c'est un vrai déjà souci, c'est le premier point. Après, sur le terrain, l'armée française, en tout cas les échos, les retours qu'on a des gens d'actifs qui, bien évidemment, ne peuvent pas le faire de façon ouverte, donc quelque part, on porte leur voix, ils sont quand même un peu inquiétants parce que la France a décidé d'aider l'Ukraine, donc on envoie de l'argent, on envoie du matériel, donc ça a commencé par les canons César, qui sont des canons de très haute technologie, extrêmement fiables, mais ces canons n'ont pas été produits pour les Ukrainiens. On a déshabillé l'armée française pour alimenter l'armée ukrainienne. Et là, on est en train de faire la même chose avec les chars. Puis après les chars, ce sera certainement autre chose. Donc, l'armée française est une armée certes dynamique, brillante sur des opérations extérieures parce qu'elle a un vrai savoir-faire, mais sans matériel, elle ne pourra pas faire grand-chose. Donc aujourd'hui, il faut savoir qu'un canon César, c'est 3 ans pour
pour le fabriquer, vous voyez. Donc ça se remplace pas comme ça. Et donc il y a une inquiétude dans les rangs de l'armée. Ils vont continuer à se battre avec quoi? Avec vous voyez, avec des lance-boulettes. Enfin, ça n'a pas de sens. On sait que des instructeurs français sont allés bien évidemment aider les soldats ukrainiens. Donc en fait, on pourrait presque être tenté de dire qu'on est aujourd'hui rentré dans le conflit sans le dire ouvertement. Ça aussi, c'est un des reproches qui est fait à Macron, qui comme à son habitude, manie la chèvre et le chou. Donc ça, c'est un vrai problème. Il y a beaucoup de Français qui s'interrogent là-dessus. Et la pilule liée aux conséquences économiques et notamment l'inflation, qui soi-disant serait due à ce conflit, ça passe de plus en plus mal dans l'opinion française. Donc, concernant la situation, l'évolution de la situation, on arrive à près d'un an dans ce conflit-là et on voit que les capacités d'escalade entre les deux, la Russie, l'Ukraine, l'OTAN, il y a un décalage présentement. Le président Zelensky s'est déplacé à Washington pour faire des demandes d'armement, d'équipement, etc. Et que c'est la déclaration de l'état-major ukrainien, sans ces apports-là, ils sont dans une perspective de défaite. Il y a le secrétaire général de l'OTAN, Stoltenberg, qui a dit la défaite de l'Ukraine serait la défaite de l'OTAN. Et au moment où Zelensky est à Washington avec Biden dans un point de presse le 21 décembre, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a une question qui a été posée, c'est la dernière question, et c'est une journaliste, je pense, ukrainienne, et elle a demandé pourquoi que l'OTAN ne fournissait pas ce que demandait l'Ukraine pour se donner des chances sur le front. Alors donc, le président Biden il a fait une déclaration très importante, spontanée. Il a dit qu'il était retenu par les Européens et que s'il avait donné tout ce que le président ukrainien demandait, ça aurait mené au break-up de l'OTAN. À la rupture de l'OTAN et de l'Union européenne. C'est grave. Et là, il dit, j'ai passé des centaines d'heures à essayer de convaincre les chefs d'État européens de la nécessité de continuer l'appui à l'Ukraine. Or, il dit, ces gens-là ne veulent pas de la Troisième Guerre mondiale. Donc, et puis, il y a le ministre des Armées, le Cornu, qui a dit, il faut maîtriser l'escalade. Or, l'escalade se poursuit et les pressions sur l'OTAN se poursuivent et tout tourne autour des chars allemands, les Léopards. Il y en a suffisamment en nombre pour être significatif sur le théâtre des opérations, mais l'Allemagne ne veut pas y donner parce que l'Allemagne veut préserver ses intérêts vis-à-vis de la Russie après le conflit, etc. Oui. Et là, aujourd'hui, on a une déclaration du premier ministre polonais qui dit on va passer outre et on va refaire une petite coalition. Et donc, là, on parle de rupture. Une petite coalition pour que nous, qui possédons des chars Léopard, on va y donner, peu importe, qu'est-ce qu'en pense l'Allemagne, donc en violation du droit sur les licences. Et donc, est-ce que Place d'Armes est en observation, savoir si l'OTAN est dans une dynamique qui va inévitablement mener à la rupture? Parce que sur le théâtre des opérations, la Russie, dans l'état actuel de la situation, va entraîner la défaite de l'Ukraine. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'OTAN, on sait que c'est sous commandement américain, et d'un autre côté, on a l'Union européenne qui est plutôt sous influence allemande. Donc, c'est effectivement les Allemands qui ont le vent en poupe au niveau économique, c'est eux qui ont les principaux postes aujourd'hui à Bruxelles, ont décidé bien évidemment de ménager la Russie puisqu'ils ont besoin du gaz russe. C'est évident, mais parce que aussi l'économie allemande, elle tourne elle est extrêmement dépendante de ce gaz-là. Si elle avait eu d'autres options les années précédentes, et notamment si elle avait joué davantage la carte du nucléaire plutôt que l'éolien, peut-être qu'elle n'en serait pas là non plus.
Donc, si vous voulez, elle paye aussi un petit peu des années et des années d'orientation stratégique par rapport à son économie qui ont fait qu'elle est devenue dépendante de la Russie. Donc, c'est clair que, voilà, moi, l'Allemagne, on va pas raviver des mauvais souvenirs, mais je trouve que les dernières positions qu'ils ont prises au sein de l'Europe, et notamment justement vis-à-vis de l'armée, de leur propre armée, puisqu'ils ont quand même décidé de faire une levée de 100 milliards pour constituer une armée à part entière. Ça, c'est quelque chose qui est quand même très nouveau dans la position allemande. C'est pas quelque chose qui existait auparavant. Et Olaf Scholz, quand il a décidé de lever ces 100 milliards, il a bien dit que il reconnaissait, je vous le dis pas littéralement, mais ça revenait à ça. Il reconnaissait que il s'était trompé dans le sens où il pensait avoir des amis autour de lui, des amis, vous voyez. Donc la levée de ces fonds pour constituer une armée était motivée par le fait qu'en définitive, les pays limitrophes n'étaient pas considérés comme étant des pays amis. Donc ça pose quand même un problème. Là, je vois qu'aujourd'hui, Macron et Scholz sont venus fêter les 60 ans du pacte franco-allemand, de la relation franco-allemande, du renouveau de la relation franco-allemande. Mais on sait très bien qu'en coulisses, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Les Allemands ne jouent vraiment pas franc jeu là-dessus. Donc, ça, au niveau européen, il y a quand même de très fortes chances que si jamais le conflit devait perdurer, ça se matérialise par l'explosion de l'Union européenne. Puisqu'on voit bien, vous voyez, vous l'avez cité, les Polonais, ils ont une autre vision des choses, mais d'autres pays aussi. Vous avez quand même là, par exemple, face aux conditions économiques très difficiles qu'ils subissent, vous avez quand même l'Espagne et les Portugal qui sont sortis momentanément de l'Union européenne, alors sur la partie énergie uniquement. Mais ça montre bien que aujourd'hui, ça part un peu dans tous les sens. Et donc, à côté de ça, je dis bien à côté de cette Union européenne, vous avez l'OTAN, mais donc en gros, c'est quand même les Américains qui sont à la baguette. Et à tort ou à raison, l'avenir nous le dira, mais on a quand même l'impression que, tout compte fait, l'affaiblissement de l'Europe n'est pas forcément une si mauvaise chose pour des géants comme la Russie, la Chine ou les États-Unis même. Donc, ce qu'on peut regretter aujourd'hui, c'est une position, j'allais dire, gaullienne, dans le sens où on n'a pas de voie commune au niveau européen pour dire non, on n'est ni l'un ni l'autre, on n'est ni US ni Russie. Il n'y a pas ça n'existe pas. OK. Il y a une difficulté compte tenu de la propagande qui est mur à mur dans les médias de masse. La difficulté, c'est de faire apparaître la réalité de la situation parce que la voie de passage pour mettre fin à la tragédie passe nécessairement par un réalisme de la part de tous les acteurs. Et puis, c'est difficile à faire apparaître. Mais il y a un signe qui est apparu cette semaine, c'est une entrevue avec le président Macron au journal El País, le journal espagnol, et dans lequel il dit que finalement, contrairement à son ministre Bruno Le Maire, qu'il fallait faire que l'économie russe s'écrase complètement. Mettre les Russes à genoux. Oui, c'est ça. Là, il a dit que la Russie, c'est un grand pays par la géographie et l'histoire. C'est un grand peuple et que là, l'idée de humilier la Russie comme objectif dans ce conflit-là, c'était une très mauvaise idée. Et il a dit quelque chose qui m'a étonné. Il dit l'Europe doit rétablir sa souveraineté pour ne pas être vassal, c'est le terme entre guillemets, vassal de la Chine ou des États-Unis. Et donc, lui, c'est la souveraineté européenne. C'est pas la souveraineté française, on comprend, mais c'est un changement de ton qui est radical, d'après moi. Et puis, est-ce que vous êtes au courant de cette déclaration-là? Parce qu'on ne l'a pas vu dans les journaux francophones. Il l'a dit en anglais, c'est ça l'affaire. Là. Alors, le problème de Macron, si vous voulez, depuis son élection en 2017, c'est que pour moi, c'est un président qui est trop jeune. Et beaucoup des mesures qu'il a prises ont été toujours prises après coup. C'est-à-dire qu'il avait une ligne et puis, au dernier moment, il faisait l'inverse.
En Je veux même dire par temps. là, il a pas, c'est pas quelqu'un qui a l'expérience nécessaire. Il est trop jeune. Il est certainement brillant intellectuellement, il n'y a pas de problème, mais il n'a pas l'expérience. Et là, c'est typiquement ça. Il est en train effectivement de changer d'axe. Euh, c'est pas faute de l'avoir dit. On a perdu du temps, c'est juste ça. Mais je suis complètement d'accord avec vous. Oui, il faudrait une souveraineté, revenir à une souveraineté européenne. J'en sais rien parce que, enfin, j'en sais rien. Si, je sais bien. Pour moi, il faut que chaque pays, chaque État membre retrouve sa souveraineté. Aujourd'hui, l'Union européenne, elle a juste été créée pour organiser un marché, avec une libre circulation des biens et des marchandises. C'était pour faire de l'argent. Ouais, vous voyez, donc l'idée, c'est qu'on a ôté toutes les entraves qui empêchaient de faire davantage d'argent. Beaucoup de décisions qui pourraient être prises aujourd'hui au niveau de chaque État sont malheureusement prises au niveau de l'Union européenne par des députés qui, on sait très bien, sont honnêtes par défaut, mais enfin, ils sont quand même extrêmement, extrêmement contraints par les lobbies. Tous les lobbies sont à Bruxelles. Et on l'a vu dans le cadre de la crise du Covid. Je veux dire, les appels d'offres, on peut se poser beaucoup de questions sur la façon dont ils ont été faits et qui les a gagnés. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, on a un problème en France. Donc, beaucoup de gens maintenant s'aperçoivent que ça ne va pas. C'est qui prend les décisions, à quel niveau ces décisions sont prises. Alors, Macron va nous dire que lui, il veut la souveraineté européenne, mais je pense qu'on pourrait très bien redonner davantage de souveraineté à chaque État membre et avoir quand même une Europe unie. Ça Oui. manque. Parfait. Mais merci beaucoup. J'ai quand même une petite question. Oui, c'est ça. Émeric a deux petites questions pour terminer, et puis on pourra éventuellement vous réinviter là, Bien sûr, c'est gentil. pour parler là, de votre association et de la collaboration qui pourrait être faite avec le Québec. Vas-y, Émeric. J'ai deux petites questions à rafale, M. Magron. Tout d'abord, merci d'avoir accepté l'invitation. C'est moi, merci. C'est très, très apprécié. Merci de m'avoir invité. Surtout un enregistrement un dimanche. Mais tout d'abord, dans la lettre que vous avez présentée à l'époque, la lettre des généraux, il y a des éléments dans cette lettre-là qui m'ont marqué. Entre autres, il y a à Montréal, nous, on est très inquiets là, des communautés qui se forment, ce qu'on appelle ici le communautarisme, et vous aussi, vous appelez ça. Et dans la lettre des généraux, vous parlez de ces territoires qui ont été conquis ou envahis par une certaine islamisation qui empêche les Français maintenant d'y aller, d'y accéder. Est-ce que vous voyez que la situation s'est empirée de ces territoires de non-droit pour les Français? Là? Est-ce que ça s'est empiré ou ça s'est amélioré? Oui, disons-le clairement, par lâcheté. On a organisé depuis mai dernier un cycle de conférences-débats sur justement le délitement de la France. L'idée, c'était de partir de la lettre qui avait été rédigée, puis de faire des conférences-débats. Et notre premier invité, ça a été le général de Richouf, qui est un général 4 étoiles à la retraite et qui est intervenu. Il a été surnommé le général banlieue parce que c'est quelqu'un qui était très sensibilisé par les problématiques nées dans les banlieues. Donc, il est allé dans les banlieues en 2015 avec un programme axé autour de l'emploi, de la formation, du sport. Et il a eu des succès incroyables. C'est-à-dire que des jeunes qui paraissaient pourtant difficiles, le suivaient parce que certainement son autorité naturelle, surtout la cohérence de son projet, plaisait. Il s'est fait démolir par qui? Par les maires aux alentours qui y voyaient une forme de mauvaise concurrence, on va dire. Donc, il a arrêté malheureusement son projet parce que pour ça, il faut de l'argent. Et il est revenu à la charge l'année dernière. Et c'était pour ça d'ailleurs qu'on l'avait invité parce qu'il avait rédigé son deuxième livre. Et là, les conclusions auxquelles il arrivait pour l'avenir des banlieues, l'islamisation, les difficultés, tout ce qui tournait autour des trafics, de drogue, d'armes, là, il est beaucoup plus sévère. Comme on a laissé faire pendant des années et des années, aujourd'hui, il y a des territoires qui sont complètement perdus. Mais est-ce que, à partir du moment où on a dit ça, M. Magron, est-ce qu'on ne peut pas faire une corrélation entre un élu municipal de gauche ou d'extrême gauche et le niveau de violence dans sa ville? Par exemple, à Montréal, on a une mairesse d'extrême gauche et Montréal n'a jamais été aussi violente qu'aujourd'hui comme ville. Oui.
Est-ce que vous faites une corrélation, vous aussi? Bien sûr. Je vais vous prendre un cas tout bête. Moi, j'habite dans le sud de Paris, à Villejuif. C'est une commune qui est restée communiste pendant 100 ans, avec lesquels il y avait des très forts problèmes de drogue, de trafic de drogue. Il y a eu une mairie de droite pendant juste une mandature, 6 ans. Il a à la fin éradiqué ces problèmes de drogue, c'était redevenu à la normale. Eh bien là, c'est repassé à gauche, donc extrême gauche, c'est redevenu communiste et c'est reparti pour des Monsieur problèmes Magron, de trafic. on n'est pas en train de dire qu'il faut être drogué pour être de gauche, là, mais Non, mais c'est du clientélisme. En fait, le problème de ces gens-là, c'est qu'ils ont fait du clientélisme pour conserver leur pouvoir. Absolument. C'est des votes, hein? C'est des votes. Exactement. Et c'est du clientélisme auprès de ces populations-là. Ça, c'est clair. À l'inverse, notre prochain invité en conférence débat, et c'est vraiment marrant que vous m'en parliez, c'est extraordinaire cette transition, c'est Xavier Lemoine, qui est maire de Montfermeil. Montfermeil, c'est une commune où il y a plus de 80 nationalités différentes, des communautés qui ne s'aiment pas, qui ne s'apprécient pas, qui parfois il y a des heurts, etc. C'est quelqu'un qui est présent aux manettes depuis 20 ans en tant que maire, puis 30 ans en tant qu'élu, et il a des résultats qui sont complètement incroyables. Il a été réélu avec plus de 60% au premier tour, aux dernières élections municipales. Toutes les communautés lui sont gré de tout le travail qu'il fait pour elles, tout simplement parce qu'il a une ligne directrice, il ne se laisse pas faire, il donne un cadre de vie à ces gens-là, du coup il leur donne de l'espérance, mais surtout il leur rend leur dignité. Donc, il n'y a pas de complaisance. Quelqu'un qui fait une faute, il doit être sanctionné. Vous voyez, les choses sont claires. Voilà. Absolument. Et donc, il a des résultats formidables. Et si tous les maires pouvaient avoir ce courage-là, on aurait certainement moins de difficultés, c'est sûr. Oui. Écoutez, juste, M. Magron, en 30 secondes, est-ce que vous appuyez toujours Éric Zemmour? Ah ben nous, on n'est pas. Alors nous, on est apartisans, c'est-à-dire que dans nos rangs, nous avons. Oui, mais à la dernière élection présidentielle, il y avait quand même de vos membres qui avaient appuyé Éric Zemmour. Là. Ah non, pas place d'armes. Ah non. Pas à titre d'organisation. Pas place d'armes, en fait, on s'est fait justement. De Villiers, le frère. Ouais, vous avez raison, c'est un peu. Ouais. Il y avait Philippe de Villiers, mais pas le frère qui est général. Vous avez raison. Voilà. Non, nous, on a justement pas voulu intervenir dans l'année d'élection présidentielle. On avait bien demandé à nos cadres que s'ils avaient des fonctions importantes, en tout cas dans des partis, que ce soit le parti de Marine Le Pen, d'Éric Zemmour ou d'autres, Dupont-Aignan. Enfin, l'idée c'était qu'ils démissionnent, qu'ils se mettent un peu en retrait, parce que bon, dans nos rangs, nous avons vraiment, bien sûr, on a dominante souverainiste, conservateur, et tout le monde échange. Non. Donc, il n'y a pas eu d'appui. OK, très bien. Voilà. C'était mon... Voilà pour moi, Luc. C'était la rafale pour terminer. Alors, on vous remercie, puis je pense qu'on va donner une suite. Alors, on vous dit à bientôt, à la prochaine. Merci à vous, en tout cas. Merci pour votre invitation. Au revoir. Au revoir. Les parlementaires, l'heure est grave. La France est en péril. Plusieurs dangers mortels la menacent. Nous qui, même à la retraite, restons des soldats de France, nous pouvons, dans les circonstances actuelles, demeurer indifférents au sort de notre beau pays. Nos drapeaux tricolores ne sont pas simplement un morceau d'étoffe. Ils symbolisent la tradition, à travers les âges, de ceux qui, quelle que soit leur couleur de peau ou leur confession, ont servi la France et ont donné leur vie pour elle. Sur ces drapeaux, nous trouverons en lettres d'or les mots « honneur » et « patrie ». Or, notre honneur aujourd'hui tient dans la dénonciation du délitement qui frappe notre patrie. Délitement qui, à travers un certain antiracisme, s'affiche dans un seul but, créer sur notre sol un mal-être, voire une haine entre les communautés. Aujourd'hui, certains parlent de racialisme, d'indigénisme et de théorie décoloniale, mais à travers ces termes, c'est la guerre raciale que veulent ces partisans haineux et fanatiques. Ils méprisent notre pays, ses traditions, sa culture, et veulent le voir se dissoudre en lui arrachant son passé et son histoire. Ainsi s'en prennent-ils, par le biais de statuts, à l'ancienne gloire militaire et civile, en analysant des propos vieux de plusieurs siècles à travers le prisme d'une bien-pensance manichéenne instrumentale. Délitement qui, avec l'islamisme et les hordes de banlieue, entraîne le détachement de multiples parcelles de la nation pour les transformer en territoires soumis à des dogmes contraires à notre Constitution. Or, chaque Français, quelle que soit sa croyance ou sa non-croyance, est partout chez lui dans l'Hexagone. Il ne peut
et ne doit exister aucune ville, aucun quartier où les lois de la République ne s'appliquent pas. Délitement, car la haine prend le pas sur la fraternité lors de manifestations où le pouvoir utilise les forces de l'ordre comme agents supplétifs et boucs émissaires face à des Français en gilets jaunes exprimant leur désespoir. Ceci alors que des individus infiltrés et encagoulés saccagent des commerces et menacent ces mêmes forces de l'ordre. Pourtant, ces dernières ne font qu'appliquer les directives parfois contradictoires données par vous, gouvernants. Les périls montent. La violence s'accroît de jour en jour. Qui aurait prédit, il y a 10 ans, qu'un professeur serait un jour décapité à la sortie de son collège? Or, nous, serviteurs de la nation, qui avons toujours été prêts à mettre notre peau au bout de notre engagement, comme l'exigeait notre état militaire, ne pouvons être devant de tels agissements des spectateurs passifs. Aussi, ceux qui dirigent notre pays doivent impérativement trouver le courage nécessaire à l'éradication de ces dangers. Pour cela, il suffit souvent d'appliquer sans faiblesse des lois qui existent déjà. N'oubliez pas que, comme nous, une majorité de nos concitoyens est excédée par vos louvoiements et vos silences coupables. Comme le disait le cardinal Mercier, primat de Belgique, quand la prudence est partout, le courage n'est nulle part. Alors mesdames, messieurs, assez d'atermoiements, l'heure est grave, le travail est colossal. Ne perdez pas de temps et sachez que nous sommes disposés à soutenir les politiques qui prendront en considération la sauvegarde de la nation. Par contre, si rien n'est entrepris, le laxisme continuera à se répandre inexorablement dans la société, provoquant au final une explosion et l'intervention de nos camarades d'active dans une mission périlleuse de protection de nos valeurs civilisationnelles et de sauvegarde de nos compatriotes sur le territoire national. On le voit, il n'est plus temps de tergiverser, sinon demain, la guerre civile mettra un terme à ce chaos croissant, et les morts dont vous porterez la responsabilité se compteront par milliers. Pour tout commentaire, nous vous invitons à nous écrire studio@radioinfocité.com.